Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc nous allons procéder à l'appel pour ce conseil municipal du 12 novembre 2020. Patrick Gervais. Hélène Lecoq. Présent. Michel Amar. Présent. Julie Olivet. Absent. Procuration. Oui, procuration André Olivet. Olivier Chapelle. Présent. Viviane Bonamy. André Olivet. Présent. Rosemary Cravzy. Éric Vallon. Présent. Marie-France Barthélémy, absente excusée. Jean Contat. Elisabeth, procuration Gilbert Chauvet. Elisabeth Charrière. Julien Passioni. Présent. Séverine Boissé. Maria Boucher. Gilbert Chauvet. Daniel Dallonfil. Michel Charrière. Véronique Morin. Pierre Lecoq. Francis Serrano. Estelle Epau. Gérard Quercy. Isabelle Serriot. Frédéric Grosbueno. Cécilia Joubin. Luc Poncy. Je vais faire passer la liste pour les signatures. Vous signerez la liste en même temps que les procès verbaux. Comme ça fera gagner un peu de temps. Donc, secrétaire de séance, Hélène Lecoq. Donc, approbation du compte-rendu de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des observations ? Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon. J'ai une question. Oui. J'ai une question sur les postes qu'on a votés là. En fait, j'ai cru comprendre au dernier conseil municipal qu'il n'y avait pas de nouveaux postes. Donc, dans le procès verbal du lycée, il y a deux agents au service de l'accueil. Et à l'accueil, est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes? 2 personnes. 2 personnes. Par contre, ce ne sont pas les mêmes personnes. 2 personnes différentes. Oui, voilà, les contrats qui étaient en place n'ont pas été renouvelés. Non. D'accord. C'est pas ce qu'on avait compris. D'accord. Le Le contrat. Donc approuvé à l'unanimité. Donc ensuite, approbation du procès verbal de la séance. Donc est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Voilà, je vais mettre les documents à la signature avec la liste des membres.
J'en profite pour dire que le quorum est atteint et que la séance peut se tenir.
Bien, nous pouvons continuer. Donc, délibération numéro 1, attribution du conseil municipal au maire. Alors, c'est la troisième fois qu'on envoie cette délibération et donc pour des problèmes techniques, une fois pour des tirets et cette fois-ci pour des limites à fixer dans les paragraphes 17 et 21, le contrôle de légalité nous demande de repasser la délibération. Donc vous avez en gras dans l'article 17, puis dans l'article 21, les maximums, les montants que nous avons passés. Donc dans l'article 17, pour régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, dans la limite d'un montant de 40 000 €. Et 21, d'exercer sous le délégué, en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L241 du même code, dans la limite d'un montant de 500 000 € par acte de préemption. Alors cet article 214-1 parle des préemptions de biens immobiliers, de terrains, de commerce que la commune pourrait préempter. Il y a des questions? Oui. Moi j'ai une question, mais après je n'ai pas souvenir. Dans celui qu'on avait voté la dernière fois, là, il me semblait qu'il y avait des articles. Et là je ne vois plus les articles. En fait, la forme a changé. Alors le fond il est le même. Hein. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est pas la même présentation en fait. Les articles, c'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si je commence le document, là, le premier, là, c'était l'article 1, dans la formule d'avant. Si je continue, c'est la même chose. Il y avait l'article, à la fin, on avait l'article 2, l'article 3, l'article 4, l'article 5. Oui, ça c'est... Aujourd'hui, c'est plus des articles, donc c'est normal ou pas? Oui, c'est normal, c'est le rapport, ça, de présentation de la délibération qu'on avait passée la dernière fois, et on a noté les articles de cette manière-là, cette fois-ci. Donc, il n'y en a plus d'articles, en fait. Si. Mais là, j'en ai plus sur le document-là. J'en avais la fois d'avant, là, j'en ai plus. C'est le rapport de présentation. C'est le résumé de la délibération de la dernière fois. D'accord. Voilà. Concernant uniquement les délégations du maire. Oui, Hein, oui, voilà, je c'est ça. Oui. Voilà. Non, mais après, sur le fond, ça n'a pas changé. Hein, Non, il n'y a rien qui a changé. c'est la forme qui n'est pas la même. C'est la forme qui est pas la même. D'accord. Parce que la dernière fois, on avait le document avec les articles. Tout à fait. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, les délibérations numéro 2 et 3 sont à peu près de même nature, c'est-à-dire que nous avons fait une première délibération qui remplaçait, la première délibération. Or, une délibération ne suffit pas, il ne suffit pas maintenant de prendre une délibération, il faut également retirer la délibération. Voilà, pour le terme exact de retirer la délibération, c'est le conseil, pareil, c'est le contrôle de légalité qui le veut. Voilà. Ça ne se faisait pas avant, mais maintenant, il y a une personne un peu plus pointue, car il considère que si on ne marque pas le mot retirer, la délégation, les deux délibérations, en fait, sont concomitantes et pourraient s'opposer. Voilà. Nous, on avait marqué en place, il faut marquer retirer. Donc voilà, on prend une délibération pour retirer la délibération numéro 11 du mois de juin 2020. Et 15. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité.
Donc, la délibération numéro 3, il convient de retirer la délibération numéro 12/6/2020 en date du 11 juin 2020. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Donc, désignation du représentant de la commune de Clarensac à la commission locale de l'eau du Sage, Vistrinck, nappe Vistrinck et Costière. Donc il faut désigner une personne au Sage. Donc moi je propose Monsieur Contat, Monsieur Olivier, pardon, qui est délégué dans cette matière. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, délibération numéro 5, désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales. Bien, donc à chaque renouvellement de mandat, il y a la désignation de membres. Alors, il est proposé au conseil municipal de transmettre à monsieur le préfet les noms des conseillers municipaux suivants. Donc, le nom des conseillers doit se faire par ordre d'inscription sur la liste électorale. Les titulaires d'abord, les suppléants d'abord. 3 titulaires, 3 suppléants pour le groupe majoritaire et 2 titulaires et 2 suppléants pour le groupe non majoritaire. Voilà, c'était 1, mais cet après-midi, on a eu la préfecture qui nous a appelé pour nous dire surtout il faut voter 2. Voilà. Donc, pour le groupe majoritaire, nous avons préparé le nom, bien sûr, M. Francis Serrano, M. Pierre Lecoq et M. Charrière comme titulaires. Comment? Si, c'est l'ordre, parce qu'en fait, on a été obligé de refaire à cause de l'ordre de désignation du... On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est inscrit au-dessus de la personne dans la liste ne peut pas est obligatoirement titulaire. Comment? Monsieur Lecoq était à la liste? Non. Là, c'est le tableau du conseil municipal défini par la préfecture et qui est envoyé à chaque monsieur Lecoq et c'est lui, en tout cas, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e, 9e sur cette liste. C'est pas la même que celle qui est la liste qui est arrêtée par la préfecture n'est pas la même que celle qui est que la liste quand on vote aux élections municipales. Voilà. Le tableau du conseil municipal. Non, pas par ordre alphabétique. Eh bien, nous avons envoyé la liste, nous avons envoyé la liste des conseillers, hein, comme celle qui était sur la liste électorale, et la préfecture nous renvoie le tableau du conseil municipal. C'est pas nous qui l'arrêtons, c'est la préfecture. C'est pas nous qui l'arrêtons, c'est la préfecture. Sur quelle base c'est construit? Ah mais voilà, c'est... On ne sait pas. Moi, je ne sais pas ce que la préfecture, comment la préfecture constitue ces listes-là. Voilà, vous pouvez consulter ce tableau, il est là, il est signé du préfet. Voilà, vous pouvez... Le problème qui se pose pour nous, c'est qu'on n'a pas cette liste, on ne sait pas qui c'est qui est Là, pour vous, là, sur la liste, c'est monsieur Poncy, en premier, M. Poncy-Luc, Mme Epo Estelle, M. Gros-Bueno Frédéric, Mme Serio Isabelle, M. Kersi Gérard et Mme Joubin Cécilia. Oui, je vous dis, voilà. Mais pour la note... L'ordre, c'est l'ordre de la liste sur laquelle je peux présenter. Oui, ça pour vous, oui, mais nous, ça ne correspond pas, mais c'est voilà. Ce que je te disais tout à l'heure, le seul problème, c'est que je pense que les réunions qui doivent se faire dans le temps de travail, dans la journée, puisqu'avec les impôts, ça peut récupérer de ça du matin. Oui. Donc, moi, ça ne me dérange pas, mais par rapport à Estelle... Mais en fait
Si le titulaire n'est pas là, le suppléant, le suppléant de la liste, un suppléant de la liste le remplace. Hein. Ça ne marchera pas chez vous. Comment? Puisque tout le monde travaille. Oui, la commission des électorales. Non, non. Tout le monde travaille chez nous, on est que les deux à pas travailler. Mais écoutez, voilà, nous, écoutez, on reçoit de la préfecture donc une note qui nous demande de désigner des gens pour vérifier les listes électorales. Il y a, voilà, et elle nous fixe les conditions, et sur les conditions, elle nous demande de désigner les gens par rapport à la liste du tableau du conseil municipal, dans l'ordre du tableau du conseil municipal. Voilà, c'est tout. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Mais par contre, pour les suppléants, on dit qu'on veut. Pour les suppléants, c'est pareil, c'est par ordre sur la liste. Et il n'y a pas le suppléant d'une personne. C'est pas le suppléant d'une personne. C'est le suppléant dans la liste. Il y a 2 suppléants. Voilà. C'est sur la base du volontariat, on est bien d'accord. Comment? C'est sur la base du volontariat. Ah ben, c'est sur la base du volontariat. Hein. Après, moi, s'il n'y a personne de l'opposition, je signalerai à la préfecture que personne ne s'est porté volontaire. Hein. C'est tout. C'est pas pour pas venir, c'est juste ça pas d'explication. Non, non, mais. Non, mais ça va, on ne connaît pas pourquoi nous on est dans l'ordre et vous êtes dans une... Ah non, non, mais nous, on n'est pas. On est dans l'ordre du tableau aussi. Hein. Dans l'ordre de ce tableau. Un ordre du tableau, mais c'est pas dans l'ordre de la liste. Quoi. Voilà. Non, mais c'est pas gênant. C'est simplement qu'on aurait aimé avoir ces informations avant pour pouvoir mieux se consulter quand vous Ah, mais- vous posez des questions à live. C'est écrit dans le rapport de présentation. Non, mais vous voulez dire que ça allait changer. Que Vous avez dit que ça allait changer. il n'y a rien qui a changé par rapport à vous, il n'y a rien qui a changé. Ah, le nombre de personnes, on l'a su cet après-midi. Voilà. Alors donc, voilà. Même les gens de ma liste, d'ailleurs, sont surpris, justement, parce que le nombre change. Oui, mais cet après-midi. Et voilà. Je ne peux pas... Je lis dans l'article là. Oui. 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ont obtenu le plus grand nombre de sièges pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires, C'est ça. d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur les listes électorales. Oui. Et il n'y a aucun personne désignée n'est membre d'une commission de vérification des listes électorales ici. Personne, puisqu'il n'y a pas eu de désignation à ce sujet-là. Il n'y avait pas de... Non. Parce que toutes les délégations que vous avez données à tout le monde, elles ne sont pas... Non, non. Donc, dans l'ordre, M. Poncy et Mme Epo, comme titulaires. Les suppléants. Le suppléant. Ils ne prennent pas le... Après, cette, Je suis un suppléant. la commission ne se réunit pas tout le temps. C'est pour certaines élections, au niveau de certaines élections, il y a la vérification des listes. Voilà. C'est pour le matin. Oui, oui. Les gens ils travaillent. Je ne peux pas faire à notre place. On est bien d'accord que la présence à cette commission n'est pas obligatoire. C'est pas marqué. Non, mais c'est-à-dire que si moi je veux bien être titulaire, mais selon quand est-ce que c'est, je ne peux pas venir. Ah non, 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 si tu ne peux pas venir, il y a des suppléants. Non, 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 c'est pas obligatoire. S'il y a des suppléants, c'est parce que les titulaires ne sont pas obligés de venir. Non, mais j'espère que c'est pas obligé de venir. Bien. Suppléant. Gérard Percy. Et puis Isabelle Sérieux. D'accord. Et vos suppléants, Ah, nos suppléants,
suppléants à nous, c'est Madame Dallongeville, Monsieur Chauvet et Monsieur Charrière. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est dans le respect de la liste. Voilà, cet après-midi, surtout, on nous a rappelé pour nous dire ça. Hein. Madame Charrière, pardon, Madame Charrière. Excusez-moi. Donc là, c'est pas le vote, hein. On ne vote pas, c'est tout simplement une désignation. Donc, délibération numéro 6, désignation du représentant de la commune de Clarensac à l'association des communes de la Bronage. Alors, l'association des communes de la Bronage s'est créée en 2008, je crois. Jean Contard est un des premiers fondateurs. Voilà, c'est une association, hein, c'est pas une commission officielle. C'est une association. Donc, les maires, ils sont membres de droit. Et au niveau du travail dans cette commission, ce sont des délégués du maire qui vont travailler à sa place. En fait. Voilà. Délégués titulaires et délégués suppléants. Certains ont des fonctions de trésorier, de secrétaire ou de. Là, c'est pareil, c'est dans la journée. Hein, et voilà. Donc, ce sont des gens qui travaillent avec moi et qui, en général, ce sont des élus du maire qui sont présents dans cette association. Oui. Moi, je suis étonné de voir qu'on vote ça aujourd'hui. Et quand la commission, l'association des communes, la commune de la Bronage, il y a eu une assemblée générale le 22 octobre, Oui. où la présidente a été désignée. Prenez le. Voilà. Voilà, je recommence. Je viens de lire qu'il y a eu une assemblée générale à l'association des communes de la Bronage, Oui. qui a désigné une nouvelle présidente, Oui. qui n'est pas maire, puisqu'elle a été battue, aux élections. Oui. Et on vote aujourd'hui les délégués de notre commune. Oui. Qui a participé à cette assemblée générale? Il n'y a que moi. Comment ça se fait qu'on n'a pas été informé de cette réunion? Mais cette assemblée générale n'a réuni que les maires. Il n'y a que les maires de la commune qui étaient convoqués. Ben, comment ça se fait qu'elle a été élue? Attendez, elle a été élue parce qu'elle avait été invitée par certains membres de l'ex-commission, parce qu'il y avait un bureau de l'ancienne commission. Dans la commission, il y avait un bureau avant. Dans l'article sur Midi Libre, elle remercie le maire de Claveyrac qui l'a mis en place. Oui, non, c'est pas. Comment ça se fait que c'est dans le maire de Claveyrac qui met en place Alors, micro. La parole de Midi Libre n'est pas parole d'évangile. Ah, mais c'est ça, c'est ce qu'elle dit. Bien, et exactement, il y a 15 jours, 3 semaines, Monsieur Trochesec, l'ancien maire de Claveyrac, a convoqué les maires de la Bronage pour une assemblée générale pour recréer, enfin pour continuer l'association des communes de la Bronage. Bien. Lors de cette réunion était présente Elisabeth Cress, qui est venue avec monsieur Trochesec. Voilà. Et d'un commun accord entre les maires, il a été décidé que ce ne serait pas un maire qui serait président. Voilà. Monsieur le maire de Claveyrac a présenté quelqu'un d'autre. Donc c'est pas lui qui a mis en place, je peux vous garantir. Voilà. Mais au vote, à l'unanimité, c'est Madame Elisabeth Cress qui a été élue. Voilà. Moi, ça me fait bizarre que ce soit quelqu'un de l'opposition, puisque vous n'êtes que des maires, que ce soit quelqu'un de l'opposition qui va être le président de cette association. Nous ne sommes pas que des maires. Maintenant, une fois qu'on est élu, on doit désigner des délégués, le délégué et le suppléant du maire. Voilà, c'est eux qui travaillent. Il y a une, comment dire, il y a des statuts, hein, on vous les a mis.
Voilà, donc ça respecte les statuts. Effectivement, ça fait du bruit à Caverac. Je reconnais que voilà, ça peut surprendre. Caverac aussi, partout. Ça va être source de conflit permanent. Ah, je ne sais pas. Non, pourquoi? Enfin, Déjà, je ne sais pas. quand on parle déjà à Caverac, vous savez comme elle a été battue d'une voix, il y a encore des tensions à Caverac, et le président de l'association de la Monage, ça fait moi, ça me fait tout à fait bizarre. Oui, mais on n'est pas. Enfin, voilà. Elle a été désignée démocratiquement. Elle a été désignée démocratiquement, donc voilà. Bien, moi je propose comme titulaire M. Contat et comme suppléant M. Charrière, puisque le suppléant aura des fonctions de trésorier adjoint dans cette association. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voter à la majorité. Donc, rapport de présentation numéro 7, adhésion au dispositif participation citoyenne. Bien, nous vous proposons aujourd'hui de proposer à Monsieur le maire de signer un protocole concernant la participation citoyenne avec Monsieur le préfet du Gard. Je rappellerai que le terme participation citoyenne a évolué, enfin, avant c'était vigilance citoyenne. Donc maintenant nous parlons de participation citoyenne. L'article L 2211-1 du Code général des collectivités territoriales stipule que le maire concourt par son pouvoir de police administrative au respect du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, de la tranquillité, de la salubrité publique sur le territoire de la commune. En fait, le but, c'est d'apporter une action complémentaire de proximité dans la lutte contre les phénomènes de délinquance. Ce dispositif vise également à améliorer la réactivité des forces de l'ordre contre la délinquance d'appropriation et à accroître l'efficacité de la prévention de proximité. Elle consiste aussi, cette participation citoyenne, à sensibiliser les habitants en les associant à la protection. En fait, il est mis en place un réseau de solidarité de voisinage constitué d'une ou plusieurs chaînes de vigilance structurées autour d'habitants d'un même quartier ou d'un même village. Et ce dispositif doit permettre d'alerter les forces de l'ordre de tout événement suspect ou de tout fait de nature à trouver la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient les témoins. Alors bien évidemment, ce dispositif n'a pas vocation à se substituer à l'action des forces de l'ordre. C'est un dispositif qui est conclu pour une durée de 2 ans à compter de la signature et renouvelable chaque année par tacite reconduction. Actuellement, donc, c'est un dispositif qui a été initié par la mandature précédente. 15 personnes s'étaient proposées comme volontaires pour faire partie de ce dispositif. Nous allons provoquer le jeudi 3 décembre une réunion avec ces personnes qui se sont portées volontaires, qui vont recevoir une lettre les conviant à une réunion avec la gendarmerie pour qu'ils puissent la gendarmerie va être chargée d'informer ces gens du dispositif et de leurs fonctions. Voilà. Je vous demande donc d'approuver, de proposer, d'autoriser M. le maire à signer le protocole avec le préfet du Gard. Des questions? Dans le protocole, il y a marqué 3 ans. C'est 2 ans ou 3 ans? C'était 2 ans. Moi, j'étais mis sur 2 ans. Mais le protocole, la dernière fois, là, c'est 3 ans. Oui. 3 ans. 3 ans sur le Ah, pardon, oui.
Oui. Est-ce que vos amis chefs ont eu un retour? Parce que je pense que ce sujet-là, il y a une enquête. Oui, alors là, nous avons récupéré la liste des gens qui sont approuvés, effectivement. Voilà. Et c'est à partir de cette liste-là que nous allons sectoriser, en fait, maintenant. On va tracer des secteurs en fonction des gens qui sont portés volontaires et donner des fonctions. Donc, nous allons devoir désigner un référent communal qui, lui, sera pratiquement le seul à pouvoir intervenir auprès de la gendarmerie. C'est-à-dire que les gens, quand ils verront quelque chose de suspect, disons en quelque sorte de fort intriguant, disons, ils ont pour mission d'appeler ce référent. Oui. Ce sera quelqu'un d'administration? Comment? Ce sera une personne d'administration ou bien Non, une personne, un des vigilants citoyens, un des référents. Voilà. Quelqu'un de très disponible pour pouvoir. Bien sûr, c'est le but. Après, le référent aura un remplaçant ou deux pour, en cas d'absence, bien sûr, on ne va pas le laisser cloîtrer chez lui en attendant les coups de fil. Voilà. Mais je précise bien, effectivement, comme a dit M. Amar, il n'y a aucune idée de se substituer aux forces de police locales. C'est au contraire, même la consigne, c'est de surtout ne rien faire. La seule chose, c'est de téléphoner. Voilà. On ne veut pas des cow-boys, on ne veut pas des gens, et puis la gendarmerie délimitera strictement le cadre d'intervention, le cadre dans lequel ils doivent appeler. Voilà, c'est pas parce qu'il y a la fête chez le voisin qu'on doit appeler la gendarmerie pour dire il y a du bruit, il y a la fête chez mon voisin. C'est pas ça du tout. Voilà. Par contre, les citoyens référents, ils sont connus de la population ou pas? Oui. Vous êtes de la population? En fait, quand on fera la signature, quand on publiera, en fait, alors pas la liste de tous les. Mais le référent, oui, on pourra signaler qu'il y a le référent, bien sûr. Et oui, il faut qu'il soit connu parce que, en fait, il peut être interpellé également, enfin, il peut être mis au courant par d'autres personnes à la limite. Oui. Après, le référent ne remplace pas la gendarmerie. Donc, dans un cas où il y a la première chose, c'est d'appeler aussi la gendarmerie. Oui. Le référent est là aussi pour récupérer, j'allais dire, certains problèmes, etc. Mais rien ne vaut dans un cas où on est amené sur une action quelconque. Le premier truc qu'il faut faire, c'est appeler la gendarmerie et pas passer par le référent. Voilà. Et les consignes, en fait, voilà, les consignes seront données lors de cette réunion, et les gens auront à respecter ces consignes-là. Voilà. Effectivement, mais la gendarmerie, comme notre police municipale aussi, ils peuvent appeler. Ils ont des consignes en fonction des cas et bien qui est contre, qui s'abstient, donc voter à l'unanimité. Je rajoute que j'ai déjà, si vous voulez, établi la liste du personnel qui s'est proposé sur une carte. Bon, il y a un secteur, si vous voulez, du nord du village où il n'y a personne de volontaire. Donc peut-être qu'on sera amené à demander à d'autres personnes de participer pour du côté des écoles, par exemple, où il n'y a pas de volontaires. Nous passons au numéro 7, c'est l'adhésion, la vente de la parcelle BD 194. C'est là aussi, avec la mandature précédente, M. Benet Michael avait souhaité acquérir une parcelle communale cadastrée BD 194 d'une surface de 3428 mètres carrés qui se situe donc en zone agricole, au titre du RNU, dans un lieu dit Père Morte. Père Morte, vous connaissez, c'est sur la route qui va sur la petite route qui va sur Claveyrac. Il souhaitait pour une convention de pâturage, bien sûr, pas question d'habitation. Donc l'avis des domaines a été demandé, reçu le 6 février 2020, qui fixe un prix de vente à 2 600 € et
mail du service des domaines a évalué le prix du terrain à 0,75 € le mètre carré. Donc la proposition de M. Bonnet en date du 7 avril 2020 d'acheter la parcelle communale BD 194 au prix effectif de 0,75 € le mètre carré et que les frais de notaire seraient à la charge de l'acquéreur. Donc il vous est donc proposé de décider de vendre la parcelle BD 194 de 3428 m² au prix de 2600 € et d'autoriser M. le maire ou son représenté à signer l'acte et à effectuer toutes les démarches et formalités requises nécessaires à la réalisation de cette transaction. Des questions? Juste, je renouvelle ce que j'ai dit à la commission. Je n'avais pas souvenance de cette ancienne libre. On devait nous la faire parvenir. En fait, la mandature précédente avait initié ce courrier, ce projet. Il n'y avait pas eu de suite donnée. Hein, c'est donc il y a eu une demande. Moi, j'avais cru au départ, effectivement, qu'il y avait déjà eu une proposition de délibération. Non, en fait, c'est pas du tout ça. Il n'y avait pas de délibération. Lors de notre commission d'urbanisme, effectivement, j'avais commis une erreur d'interprétation. Alors, veuillez m'en excuser. Ah ouais, non, voilà. C'est moi qui m'étais un petit peu emporté sur cette affaire. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 9. Ça concerne l'aménagement du secteur Les Camps. Sursis à statuer dans le cadre de la prise en considération d'un projet d'aménagement. Ce projet, si vous voulez, il faut absolument que... Nous devons statuer. Il vous est proposé de prendre en considération le projet d'aménagement sur la parcelle AR53 et d'instituer un sursis à statuer sur le périmètre défini en annexe, conformément aux articles précités du Code de l'urbanisme. Alors, je précise donc que l'AR53, c'est la parcelle qui appartient aux sœurs Viala, la famille Viala, qui est en face le temple, hein, lorsqu'on prend la grande rue. Donc, afin de respecter ses obligations en matière de production de logements aidés, la commune de Carensac souhaite mettre en place une zone d'aménagement sur la parcelle cadastrée R53 pour recevoir du logement aidé. Cette parcelle a été identifiée par Nîmes Métropole, au niveau du PLH, comme réserve foncière susceptible d'accueillir du logement social. Le PLH, pour mémoire, fixé pour Carensac sur la période 2019-2024 un objectif global de production de 233 logements dits aidés, qui a été revu en août 2020 avec un objectif de 318 à l'horizon 2025. Dans ce but, la commune a identifié dans son PLU cette parcelle comme stratégique au titre de la production de logements et l'a donc inscrite en tant qu'OAP, orientation d'aménagement et de programmation. Pour ne pas remettre en cause ce projet conforme aux engagements de la commune, l'économie générale du projet doit être préservée par l'institution d'un périmètre de sursis à statuer. Et donc l'article L424-1 du Code de l'urbanisme dispose, hein, je vous fais grâce de toute la lecture du texte, le sursis à statuer doit être motivé, ne peut excéder 2 ans. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Donc la parcelle cadastrée à R53, 6 Grande Rue est située donc à proximité du cœur du village. Associé à cette proximité, ce foncier privé disponible d'une superficie de plus de 5000 m² pour recevoir du logement aidé. Pas pour mémoire, mais il a été inscrit donc, dans ce cadre de PLH sur ce terrain d'y mettre 25 logements aidés, dont 18 en PLAI. Et nous sommes actuellement,
pour continuer sur ce dispositif, le PLU, pour mémoire, nous avons donc mis en place nous avons effectué 2 réunions publiques pour présenter le PADD d'une part, puis les OAP, le règlement et le zonage d'autre part. Actuellement, nous sommes donc dans la démarche de présenter ce PLU formalisé au PPA, et puis après, il y aura donc les enquêtes publiques avec un enquêteur, etc. Donc pour préserver cette zone vis-à-vis de ces logements, puisque le PLU, dans sa formalisation définitive et la validation ne sera effective qu'en l'été 2021, et nous avons besoin de préserver cette zone et effectivement de l'inscrire comme sursis à statuer. Y a-t-il des questions? Je renouvelle ma question, je me souviens un petit peu d'y répondre. Je me demandais, lors de la commission, pourquoi permettre cette délibération. Quand il est prévu au plus le programme sur ce terrain, puisque nous avons fait l'AOP. Donc tu viens de le dire, c'est parce que l'AOP, le plus sera programmé en 2021, et si je suppose que tu as peur que quelqu'un vienne changer la destination du terrain. Mais il y avait une délibération déjà faite en 2016-2017 où il y avait un projet statué dessus. Donc en 2016, effectivement, il y a eu une délibération sur la définition d'une zone à projet. Cette zone à projet consistait à construire une maison médicale sur ce terrain. La zone à projet n'est valable que 2 ans. Donc ce terrain n'est plus en zone à projet. En 2018, lors du travail du PLU, ce terrain a été identifié par le PLH comme une réserve foncière en quelque sorte pouvant accueillir à l'époque 39 logements aidés, puis après 25 logements aidés, dont 16 PLAI. Voilà. Mais en ce moment, nous sommes sur le régime du RNU. Le terrain était en quelque sorte libéré de la zone à projet. Et donc, nous essayons dans cette transition, en fait, de statut où on va passer du RNU au PLU, pouvoir sursoir à statuer si, et seulement si, un lotisseur venait et faisait du privé, d'autres modes de construction, sachant que ça nous obligerait, au vu de ce que nous avons de ce que la préfecture nous impose au niveau de PLU, de PLH, de trouver une autre zone pour construire ces logements. Voilà, zone que nous n'avons pas, bien sûr. Au PLU, on a 2 zones. 2 zones, oui. Pourquoi on ne fait pas pareil pour les 2 zones? Pourquoi on ne fait pas le projet statué? Parce que l'autre zone a été placée zone à long terme. Et donc, elle n'est pas prévue à l'heure actuelle à urbaniser. Cette zone, elle est prévue à échéance 2022-2024. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que si on ne prend pas, si on ne statue pas là-dessus, si demain vous avez un bien là dans leur terrain, jusqu'à l'existence du PLU, ils peuvent faire n'importe quoi. C'est un peu l'idée. Mais sachant qu'on a reçu les familles, hein, on a reçu les familles plusieurs fois, et elles savent qu'il y a donc un projet sur leur terrain, enfin le nombre de logements sociaux qu'il y a de prévu dessus, et nous n'avons reçu aucune
courrier ou même lors de la discussion, aucun refus de leur part pour l'instant. Le PLH éventuellement peut réserver le terrain. Oui, en fait, c'est l'appui, c'est le PADD. C'est sur le PADD et le PLU en cours, ces zones ont été définies. C'est une zone définie. Voilà. Donc le souci à statuer sera sur le fait qu'il est prévu au PADD et au PLU. Et au PLU, dans la phase d'avancement où il est actuel, c'est-à-dire après des réunions publiques, où pour l'instant personne n'a contesté ces dossiers. Voilà. Tout simplement. Je rajouterai juste quelques informations pour tout le monde. C'est concernant les logements sociaux sur Clarensac. Pour bien se situer. Nous avons reçu 3 directives de la préfecture en l'espace de 3 mois. La dernière en date, si vous voulez, qui nous impose dans un plan triennal 2020-2022 de disposer dans Clarensac de 159 logements dits aidés. Par rapport à ce qui a été construit à l'heure actuelle et ce qui est à venir, on ne devrait pas être trop loin de l'objectif fixé par le préfet. Donc un déficit, on a un gros déficit, certes, mais bon, là, le plan à plus long terme, l'objectif qui nous a été défini, c'est 25% des résidences en logements sociaux, des résidences de Clarensac. À Clarensac, nous disposons de identifier 1697 résidences. Vous faites 25%, ça veut dire qu'on doit avoir 424 logements dits aidés sur Clarensac. Donc nous sommes à 150, nous serions en 2022 à 158. Je vous laisse faire le petit calcul pour passer de 158 à 424. Dans les années futures, ça va être relativement compliqué, considérant que le zonage, et nous ne devons pas nous étendre, etc. Donc voilà, c'est pour ça que dans ce domaine, on parle de statuer à statuer et puis essayer de se préserver ces logements qui ont déjà été identifiés. C'est la raison de cette délibération, en partie. Voilà. Le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. À l'unanimité. J'en viens au rapport, au numéro 10. C'est le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public concernant l'eau, l'assainissement collectif et non collectif de Nîmes Métropole. Là, on parle exclusivement de l'exercice 2019. 2019, ce rapport le voilà. En fait, dans la délibération, il s'agit de prendre acte du rapport. Je vais donc vous faire grâce de lire toutes les pages de ce rapport. Il est consultable, bien évidemment, en mairie. Je voudrais juste vous dire quelques informations sur le sujet. 1. En 2019, les exploitants concernant l'eau, c'était la SOR, le Suez et Veolia. Et vous savez que depuis 2020, maintenant, c'est exclusivement Veolia, avec sa filiale qui s'appelle Eau de Nîmes. L'eau potable, ça concerne actuellement 258 000 habitants, certes, 98 000 abonnés, 16 millions d'eau facturée, soit 163 mètres cubes par abonné, qui a été calculé. Le rendement, enfin le tarif, c'est un tarif unique à 1,81 € TTC par mètre cube. Quand on regarde le rendement, si vous voulez, de tout ce réseau, c'est 74,8%, alors que Grenelle 2, c'est de 70,8%. Et la qualité de l'eau a été considérée comme très bonne. Les ressources proviennent principalement donc, du Rhône et de différents captages des nappes phréatiques. Concernant l'assainissement,
C'est 86 000 abonnés et 13 millions facturés, soit 150 mètres cubes par abonné et un prix de 1,49 € TTC par mètre cube. J'ajouterai, si vous voulez, à travers ce rapport, une information concernant donc notre station d'épuration, qui a été jugée dernièrement à saturation, qui doit être rénovée et remplacée rapidement. C'est une décision des services de l'État. Nîmes Métropole a bien évidemment envisagé de construire une nouvelle station à l'horizon 2024, du côté de Saint-Dionysy. Enfin, par rapport à la nôtre, si vous voulez, elle sera un petit peu plus loin, mais sur le territoire de Saint-Dionysy. Que vous dire de plus? Concernant l'eau, vous avez certainement constaté que Eau de Nîmes était en train de changer les compteurs, enfin mettre des nouveaux compteurs, et que la commune de Clarensac sera une première, si vous voulez, une des premières, fin 2022, à pratiquer la télérelève. C'était pour information. Donc concernant ce rapport, est-ce qu'il y a des questions? Bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci pour votre attention. Délibération 11-20, objet d'approbation du projet d'aménagement de forêt communale de la ville de Clarensac. Je ne vous nomme pas les codes généraux des collectivités territoriales, je vais directement attaquer le projet d'aménagement de la forêt communale de Clarensac. Considérant le projet d'aménagement de la forêt communale établi par l'Office national des forêts, en vertu des dispositifs de l'article L212-3 du Code forestier, considérant que ce projet dans ses grandes lignes comprend un ensemble d'analyses sur la forêt et son environnement, la définition des objectifs assignés à cette forêt, un programme d'action nécessaire ou souhaitable sur le moyen terme, et parmi les principaux objectifs de l'aménagement forestier, il va être réalisé des coupes de taille simple pour assurer le rajeunissement des CP, un entretien des bandes de sécurité le long des pistes DFCI, la mise en place d'îlots de vieillissement ou de sénescence dans les parties centrales de la forêt, pour maintenir un peuplement âgé d'échelle, remarquable car ses dimensions pouvant permettre la mise en place de mesures compensatoires biodiversité. Inventaire des petits patrimoines bâtis. Pour atteindre ces objectifs, le programme d'action prévoit pour des coupes de taillis, il prévoit des groupes de futaies, amélioration et génération, et pour les travaux, à partir de 2020, des travaux de gyrovoyage des bandes de sécurité le long des pistes DFCI placées au réseau seront à la charge de la commune, et pour compenser ça, nous vendrons des coupes de bois. Si vous avez regardé ce rapport, il y a toutes les coupes de bois qui sont présentées en finale. C'est un rapport qui est bien détaillé. Ce qu'on vous propose, c'est de délibérer en fonction de ce rapport, si vous voulez, que nous procédons à l'aménagement de notre forêt communale. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, projet. Après, nous avons le rapport de présentation 12-11-20.
et une approbation de l'état d'assiette de destination des coupes de bois de la forêt communale de Clarensac pour l'année 2021. Nous aurons 3 coupes de bois qui vont être proposées à des professionnels. Ce ne sont pas des coupes de bois pour des particuliers. Ces coupes de bois seront diffuses dans la forêt. Ce sont des petites coupes de bois parce que ce sont des superficies de 67 hectares, un peu moins d'1 hectare et 1,82 hectares. Ces programmations, si vous avez vu la liste des programmations, nous sommes jusqu'en 2029 pour ces programmations, 2039 pour ces programmations. Et vous avez, tous les ans, nous aurons des votes pour avoir des coupes de bois sur le communal. On peut avoir une idée de ce que ça rapporte en fait, la coupe de bois? Alors, la coupe de bois, actuellement, c'est 20 € l'hectare, la serre pour la commune. Ça compensera en partie le girovoyage qu'on sera obligé de faire sur les DFCI, parce que le syndicat des garis de ces engageants, les DFCI, de l'entretien, ça nous compensera la coupe de bois nous compensera l'entretien du girovoyage. Il faut savoir que dernièrement, et actuellement, on a une DFCI qui est en rouge parce qu'il y a eu une barrière une porte posée qui va être enlevée et qu'on va modifier avec l'accord du syndicat des garants. Autre question? Qui est contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité. Subvention exceptionnelle au centre d'action sociale, CCS. Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article 2121-21, considérant la période de crise sanitaire actuellement qui a contraint le centre d'action sociale à engager des dépenses exceptionnelles afin de venir en aide aux sinistrés en situation précaire sur Clarensac. Considérant qu'une subvention exceptionnelle accordée au CCS permettra à cette institution d'engager d'autres dépenses jusqu'à la fin de cette année civile. Alors, il nous est proposé de décider d'allouer une subvention exceptionnelle de 5 000 € au centre d'action sociale, d'inscrire cette dépense au chapitre 65 du budget communal 2020, d'autoriser le maire à signer tout document y afférent. Monsieur Chapelle, vous nous proposez une subvention exceptionnelle de 5 000 € pour le CCAS. Notre groupe est entièrement d'accord sur le fait que devant une situation exceptionnelle comme celle que nous vivons aujourd'hui, il faut des moyens exceptionnels pour faire des actions exceptionnelles, pour donner des réponses exceptionnelles aux familles, aux aînés et aux personnes qui sont touchées par cette situation. Alors, en tant que membre du CCAS, du conseil d'administration et de la commission d'affaires sociales, je suis assez surprise d'apprendre que cette demande n'a jamais été traitée par cette commission, que les membres du CCAS n'ont pas validé cette demande. Et je me permets de vous informer que je n'ai pas été destinataire d'une information m'indiquant une augmentation du nombre de bénéficiaires de la banque alimentaire, encore moins du nombre de familles qui bénéficient des aides. Et nous constatons, alors que partout en France, dans le Gard et sans aller plus loin, dans la Vonage, les communes, les mairies et notamment le CCAS sont en première ligne pour organiser les solidarités locales, pour venir en aide aux aînés, aux indépendants des villages, aux familles en difficulté. L'action sociale de Clarensac est complètement inconnue des habitants. Alors, nous regrettons cela. Et je vous pose la question concrètement. Donc, vous nous proposez 5 000 €, et je cite, pour permettre à l'institution d'engager des dépenses, d'autres dépenses, jusqu'à la fin de l'année civile, c'est-à-dire pour engager des dépenses pendant 1 mois et demi jusqu'au 31 décembre. 5 000 € qui représentent 50% du budget annuel de la structure. Pour être dépensé pendant 1 mois et demi, alors je vous pose la question,
quoi faire concrètement et quel est le projet d'action sociale de la commune pendant ce deuxième confinement. Merci. Bien, cette demande, effectivement, est une attribution exceptionnelle. La semaine dernière, la comptable m'a signalé que la ligne 6623 qui concerne les dépenses d'alimentation était en déficit. Et là, j'avais plusieurs choix. La première, c'est de faire une mutation des sommes à partir de l'existant au CCAS. C'est-à-dire qu'il fallait que je prenne de l'investissement qui reste, puisqu'il reste 1640 € d'investissement, et le passer en fonctionnement. Simplement, ça demande de faire une décision modificative du budget, ce qui est beaucoup plus lourd que l'attribution exceptionnelle. Deuxièmement, nous avons reçu la semaine dernière encore la dernière facture donc, de la Banque alimentaire de Nîmes avec une augmentation, mais c'est vrai, une augmentation parce que nous avons plus de bénéficiaires. Bien, voilà. Troisièmement, nous avons reçu une autre information de la Banque alimentaire de Nîmes nous disant qu'elle n'était pas sûre, par manque de bénévoles, de pouvoir continuer à nous livrer les repas. Et donc, c'est au vu de cette interrogation, que j'ai décidé tout simplement de mettre 5 000 € d'aide exceptionnelle en fonctionnement au niveau du CCAS. Bien. Le budget du CCAS est un budget pérenne, c'est-à-dire que c'est un budget, si tout n'est pas dépensé cette année, le reste sera pour l'année prochaine, puisque les budgets sont reportés au CCAS. Donc, je n'ai aucune honte à mettre 5 000 €, quitte à ce que je n'en dépense que 500, ou 1000, ou 1200, ou 1500, ou 3000. C'est tout simplement de la comptabilité. Nous n'avons pas fait ça à partir d'un projet particulier. Le projet, il est simple. Le projet, c'est de pouvoir répondre immédiatement aux gens qui nous en font la demande. Pour l'instant, nous ne connaissons pas les demandes. Donc, en attribuant cette somme, je suis sûr de pouvoir répondre, en gros, aux demandes de la population. Et s'il reste de l'argent, bien évidemment, il est attribué au CCAS. Et lors du prochain conseil d'administration du CCAS, vous serez en mesure, on sera en mesure, puisque j'en suis le président, de répartir cette somme comme on l'entend et dans les actions que l'on entend. Ensuite, il est vrai que on ne fait pas trop de bruit, c'est vrai, on ne s'épand pas trop dans la presse concernant les actions que nous menons, contrairement à d'autres habitudes que nous avons eues et que nous voyons dans certaines communes. Nous avons une commission, enfin une équipe de 4 personnes qui est présente pour appeler les gens qui ont besoin. Ensuite, nous avons, comme vous aviez avant, une liste de gens qui sont dans le besoin. Ces gens-là sont visités par la police et on attend effectivement les besoins. On va voir les besoins, on les provoque s'il le faut quand on juge que c'est nécessaire. Mais bon, de là à faire de la politique politicienne sur le fait que l'on ne fait rien, je suis désolé. C'est quand même pas dans ce sens-là que je vois les choses. Nous agissons, certes, sans bruit, mais nous agissons. Excusez-moi, j'entends ce que vous dites, mais je ne fais pas de la politique politicienne. Je fais juste un constat. En tant qu'élu, en tant que membre du CCAS, en tant qu'habitant de Clarensac, j'écoute aussi ce que me disent les habitants, qui sont parfois en difficulté et qui ne savent pas comment ils peuvent être aidés, qui ne savent pas où il faut taper les portes. Ils ne savent pas, puisqu'ils ne communiquent pas. Donc c'est juste un constat. Je ne fais pas de la politique politicienne. Voilà, je transmets aussi ce qui m'est répondu. Donc en tant qu'élu, c'est vous qui les dirigez vers nous. Bien sûr. Voilà, c'est bien. Mais vous, en tant que CCAS, en tant que président de CCAS, en tant que maire, et votre équipe, vous pourriez aussi communiquer et organiser les solidarités locales. Ça veut dire aussi
informer les habitants des aides, des possibilités d'être aidés et aussi de les faire savoir que la mairie est à l'écoute. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est regrettable. Désolée. Tous les samedis matins, il y a une permanence des élus, madame. Je crois que ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, il y a une permanence des élus tous les samedis matins. Les gens peuvent venir. Oui, c'est un peu de l'idée vers nous, c'est marqué. Il y a de l'information. Bien, je vous demande, le Covid c'est depuis mars. Bon, entre parenthèses. Je passe au vote. Vous n'avez pas mis ça en place, vos astreintes à la samedi matin, c'était pas pour le Covid. Non, mais on n'a jamais dit que c'était que pour le Covid, bien évidemment. On dit tout simplement qu'on est disponible pour la population le samedi matin, à l'écoute de notre population. Donc il n'y a pas de projet spécifique. Voilà. Si, on a créé une cellule de crise. On a créé une cellule de crise de plusieurs personnes qui sont dans un bureau et qui téléphonent aux gens pour connaître leurs besoins à partir de la liste qui a été éditée, plan blanc ou pas, enfin on l'a modifié. C'est une liste que nous avons complétée avec les gens du CCAS et les besoins et les nouveaux besoins qui nous ont été exprimés. Voilà. Alors certes, oui, on ne crie pas partout, c'est vrai, bon, c'est pas notre habitude. Voilà, c'est pas notre habitude. Il n'en reste pas pour moi qu'on est efficace, je peux vous le garantir. Oui, parce que c'est une décision d'urgence. C'est une décision que j'ai prise lundi dernier. Je parle de ce que vous êtes en train de dire qui est en place pour l'aide aux familles et tout ça. C'est plutôt ça qui me gêne. Eh bien, nous en tenons compte et nous communiquerons. On communiquera, se fera un peu de violence. Que les élus de l'opposition soient aussi au courant. Parce que alors, moi, je ne sais pas de cette commission-là, il n'y a pas de souci, mais je n'ai pas le sentiment que Cécilia Isabelle soit vraiment au courant. Ben, entre deux commissions, vous savez, j'étais dans la dernière commission des affaires sociales, j'y étais pendant 6 ans. Entre deux commissions, je n'avais jamais aucune information, vous savez. Donc, bon. Ce que vous en dites, ça n'a pas été mis en place la semaine dernière. Donc, c'est quelque chose qui est quand même obligatoire. Oui, bien sûr. Non. Voilà. Donc, cette cellule, on vous donnera tous les renseignements, si vous voulez. On fera apparaître les renseignements sur cette cellule. Voilà, tout simplement. Je pensais qu'on l'avait fait, mais bon, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, alors, qui s'abstient? Voilà. Donc, votez à la majorité. Donc, rapport de présentation 14-11-2020, convention entre l'inspection d'académie et la commune de Clarensac, Caveyrac, Langlade et Saint-Côme et Marvejols relative aux frais de fonctionnement du RASET et des besoins matériels de la psychologue scolaire. Alors, le RASET, c'est un réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté, ont pour mission de fournir des aides spécialisées à des élèves en difficulté dans les classes élémentaires, ce qui nécessite du matériel spécifique. Il a de même pour activité professionnelle de la psychologue scolaire ayant besoin de matériel bien précis. Il est donc proposé de participer aux frais de fonctionnement du RASET et aux besoins en matériel de la psychologue scolaire, d'établir une convention entre les inspections d'académie de l'enseignement élémentaire et les communes de Clarensac, Caveyrac, Langlade et Saint-Côme et Marvejols, j'oublie toujours la fin, afin d'en définir la gestion financière. La commune de Caveyrac se propose comme commune centralisatrice. Elle engage les recettes et les dépenses liées aux frais du fonctionnement du service RASET et aux besoins en matériel de la psychologue scolaire.
un accord avec les communes signataires de la convention qui se rattachent à cette affaire. Cette convention prévoit les modalités de financement, d'encaissement et de participation des communes, à savoir 1 € par enfant multiplié par le nombre d'enfants scolaires dans chaque établissement scolaire et des paiements des dépenses de fonctionnement. À 45, à l'école élémentaire, il y a 297 élèves, donc ça nous fait 297 €. La convention prendra effet à compter de l'année scolaire 2020-2021 pour une durée de 3 ans. Alors, il y a eu l'avis de la commission Services aux familles, enfance, jeunesse et seniors a été accordé. Y a-t-il des questions? Je mets juste une petite information. La convention a déjà été signée par Caveyrac et Langlade. Pas de questions? Qui s'abstient? Ah pardon, qui est contre? Je voulais personne. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Alors, rapport de présentation numéro 15, approbation du projet éducatif territorial pour la période de 2021 à 2023. Je vais vous faire juste un petit rappel de ce que c'est que le projet éducatif territorial. Le projet éducatif territorial est à l'initiative de la collectivité, une démarche partenariat avec les services suivants. Il y a l'éducation nationale, la direction départementale, et la direction départementale de la cohésion sociale et la CAF. Il couvre le temps scolaire et extrascolaire, accueil matin et soir, restaurant scolaire, centre de loisirs, service jeunesse et conseil municipal de jeunes. Ce qui va changer dans le nouveau projet, c'est le développement du service jeunesse. Actuellement, des animations pendant les vacances scolaires. Nous voulons mettre en place un mini-club jeune les mercredis après-midi. Nous allons, après le Covid-19, mettre en place un conseil municipal d'enfants jeunes en primaire, les CM2, CM1, et au collège, les 6e et 5e. Et nous avons ajouté une petite touche écologique et environnement. Alors, vous avez eu le projet, vous avez pu le lire. Est-ce que vous avez des questions? J'ai juste deux petites questions. Juste sur les équipements sportifs et culturels. Il n'y a plus qu'un terrain de foot. Et le deuxième a disparu, puisqu'il y a le skate et le city stade. Et la bibliothèque, je conseille que c'est une bibliothèque associative, pas municipale. Ouais. Les associations sportives, c'est des associations, mais sur les stades et sur le gymnase, appartiennent à la commune. C'est pas pour ça que le siège, le foot ou le hand est communal. On va discuter sur ça. Deuxième chose, l'organisation des diverses manifestations et animations. Il est prévu lors de chaque vacances scolaire, la commune mettra en place des stages sportifs ou de loisirs multi-activités en direction des jeunes. Est-ce que vous appellerez les associations pour savoir, vous mettre en accord avec les associations, puisque les associations, pendant les vacances scolaires, organisent des stages. Si vous preniez le stade et le gymnase, je ne sais pas comment on va faire un nouveau stage. Est-ce qu'il y aura une concertation ou vous allez prendre pendant les 15 jours le stade et le gymnase, ou vous ferez comme avant, une semaine dans l'autre?
Non, c'est le service jeunesse. Mais comme le service jeunesse ne s'occupe que des petites vacances et des grandes vacances, là, c'est pour le mercredi, juste le mercredi. La différence, c'est ça. Pour pour les stages, ben, je pense qu'il n'y aura rien de changé, ça sera toujours la même chose. Je ne vois pas pourquoi on changerait. Hein. C'est pas marqué. Ah, pardon. La convention fait marquer sur les vacances de 15 jours. Oui, mais ça, c'est pas une convention. Hein. Non, c'est pas une convention. Hein. Alors, j'aimerais que ce soit marqué sur ce rapport. Bien, la concertation entre notre référent jeunesse et puis les associations se sont toujours faites. Je me souviens qu'il avait été prévu un stage là, s'il n'y avait pas eu le Covid, déjà, monsieur Adou m'avait demandé s'il fallait voir avec vous, avec le foot, pour savoir si vous preniez une semaine ou deux. Enfin, quelle semaine vous preniez le stade, enfin le gymnase. Donc, il n'y a strictement aucun souci. Ça se faisait mutuellement. Mais pourquoi ça serait marqué là? C'est pas ici, c'est tout simplement, c'est le projet éducatif. C'est pas l'emploi du temps du club des jeunes ou de voilà. C'est tout. Je vois pas. Enfin, voilà. Après, on va pas épiloguer sur. Enfin, je ne pense pas que c'est nécessaire. Mais ça s'est toujours fait. Oui. Bon. J'espère que ça va continuer. Simplement pour information, justement, je disais concertation avec M. Adou, d'ailleurs c'était moi qui m'en occupais, ça faisait ça avant le cycle normal et scolaire avec les différents présidents pour pouvoir caler et que M. Adou puisse travailler sereinement et savoir quand c'est qu'il allait avoir la disponibilité des équipements. Il a toujours été priorisé nos enfants en premier, notre service jeunesse, ce qui avait été acté, tout en tenant compte des impératifs des associations pour pouvoir qu'il y ait que ça roule au sein de chaque personne. Ça n'a pas changé. Merci. Je souhaite simplement rajouter qu'avec Mme Joubert, lors de la commission service aux familles, enfance, jeunesse, seniors, nous avions regretté un objectif qui n'avait pas été inclus dans ce PLDT-là, et nous espérons le retrouver dans le prochain, donc 2023-2026, c'est-à-dire un objectif axé sur le handicap. Oui, tout à fait. Merci. Je m'en souviens. Le vote, oui. Qui est donc contre? Qui s'abstient? Donc, voter à l'unanimité. Alors, c'est le rapport de présentation 16-11, l'attribution des chèques cadeaux aux enfants du personnel communal pour l'année 2020. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 26 janvier 1984 en son article 88, vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en son article 88-1 qui détermine le type des actions et le montant des dépenses de la collectivité engagée pour la réalisation des prestations d'action sociale permettant d'attribuer, le cas échéant, des chèques cadeaux à ses agents. Considérant que la municipalité souhaite accorder au bénéfice des enfants du personnel communal faisant partie des effectifs de la ville au moment de l'attribution des chèques cadeaux d'une valeur de 40 € par enfant au titre de Noël des agents. Il vous est donc proposé de décider d'attribuer, au titre de l'exercice 2020, aux enfants du personnel communal des chèques cadeaux pour une valeur de 40 € par enfant au titre de l'événement Noël des agents. De dire que les personnels qui bénéficieront de ces chèques cadeaux sont les agents titulaires
et non titulaires sans aucune condition d'ancienneté, quelle que soit leur quantité de temps de travail, jusqu'à l'année des 12 ans révolus de l'enfant au cours de l'année civile 2020. De préciser que les agents en accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité, congé de maladie ordinaire, congé longue maladie, congé de maladie longue durée, ainsi que les agents en congé parental en bénéficieront. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à la présente délibération, de prévoir les crédits nécessaires sur le budget principal. Il y a des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Donc j'ai reçu 3 questions de l'opposition, enfin de l'équipe, de M. Poncy, donc auxquelles je vais répondre. Alors la première question, c'est la communauté de communes de Nîmes Métropole souhaite retirer la compétence du PLU aux communes. Ceci entraînerait la fin des compétences et des décisions locales sur ce dossier. Le groupe d'opposition est totalement contre. Quelle est la position du groupe majoritaire et avez-vous rejoint le groupe des communes opposées à ce projet? Bien, je vais répondre. D'abord, il n'y a pas de volonté de la communauté de communes de nous retirer la compétence du PLU. Il y a tout simplement l'application de la loi Allure. C'est-à-dire que c'est la loi Allure qui prévoit qu'à chaque changement d'exécutif, chaque fois qu'un nouvel exécutif est nommé, il peut revendiquer donc la compétence du PLU. Sauf si un certain nombre de mairies de certaines communes refusent, mais c'est réglementaire, c'est pas une volonté de notre communauté de communes, c'est la loi. C'est à cause de la loi, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de groupe commune constitué de groupes de communes constitués, mais il y a plusieurs communes qui ont déjà voté, donné des avis, et des avis contre. Mais il y en a d'autres qui ont donné des avis pour. Mais il n'y a pas un groupe, proprement dit, au niveau de l'agglo, qui s'est constitué de communes contre. Ensuite, sur le fond du problème, et notre opinion sur le sujet sera abordé lors du conseil municipal du 17-12, et donc nous aurons l'occasion d'en discuter ensemble lors des commissions préparatoires. Mais il faut d'abord qu'on se réunisse et qu'on prenne une décision. Voilà. Donc, mais on le fera ensemble. Il y aura un débat sur ce sujet. Il y aura des réunions, enfin une réunion au moins lors de la commission, voilà, où nous donnerons notre avis et nous débattrons sur le sujet. Voilà. Et donc après, on aura l'occasion de s'en exprimer sur notre choix au niveau du prochain conseil municipal. Voilà, pour l'instant, on ne s'est pas réunis, on a jusqu'au 31-12 pour voter. Bien. La deuxième question, depuis le début du deuxième confinement, vous avez mis en place des aides. Avez-vous mis en place des aides pour les petits commerçants qui sont fermés, de Clarensac qui sont fermés? Ou avez-vous l'intention de le faire? Alors, donc effectivement, pour aider les commerçants qui sont fermés, il y a une réglementation. En fait, une commune ne peut pas donner des subventions comme il le veut, donc il faut qu'il puisse se justifier. Bien. En temps ordinaire comme en temps de crise, l'aide directe aux entreprises est une compétence qui repose principalement sur le duo région-intercommunalité. Dans certains cas très circonscrits, les communes peuvent directement verser des aides financières aux entreprises sans l'intervention préalable de la région. Voilà. Et donc, je vais vous dire qu'en temps ordinaire, donc, en principe, les communes ne peuvent pas attribuer d'aide financière directe à finalité de soutien économique aux entreprises. Ça, c'est la règle. Au niveau de la commune, ce n'est pas de la compétence de la commune. Toutefois, les communes peuvent se voir confier par voie conventionnelle avec la région la possibilité d'attribuer certaines aides économiques. Donc ainsi, par une convention, la région peut admettre la participation des communes
et leur groupement au financement des aides et des régimes d'aide mis en place par la région, notamment en direction des entreprises en difficulté. Donc, le versement de subventions aux organismes participant à la création ou à la reprise d'entreprises. Voilà. Et ça, oui, c'est règlement, c'est. Comment? Oui, c'est en temps de crise, ça. Ça, non, mais ça, c'est en temps de crise. C'est la présentation du cadre normatif relatif aux aides aux entreprises pouvant être portées par les communes dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19. Très peu. En fait, vous m'avez posé la question sur les entreprises fermées. Sur les commerces fermés. Hein, voilà. Bien. Donc, alors, les communes peuvent directement verser des aides financières aux entreprises sans l'intervention préalable de la région. Et les aides sont les suivantes: les aides à l'investissement immobilier et à la location de terrains ou d'immeubles. Dans le secteur de la santé, l'aide aux professionnels de santé et aux étudiants du 3e cycle de médecine dans les zones déficitaires en offre de santé. Ensuite, participation au capital d'une société anonyme ou une société à action simplifiée. Voilà. Et aux exploitants de salles de spectacle, également, on peut avoir une dérogation pour donner des subventions. Aides qui concernent les salles de moins de 7500 entrées par semaine et qui font l'objet d'un classement A et C. Et puis également, on peut aider les syndicats. Subvention de fonctionnement aux structures locales. Par contre, la commune peut agir, et c'est pour l'instant les seuls moyens, c'est pour les gens qui sont par exemple locataires de la commune. La commune peut, sur demande des intéressés, les exonérer de leur loyer, totalement ou partiellement. La deuxième chose, elle peut les exonérer de la redevance d'occupation du domaine public, c'est-à-dire les terrasses, les redevances terrasses. Elle peut les exonérer des terrasses. Voilà. Et puis après, elle peut, et comme on le fait, c'est M. Chapelle qui en est le responsable, c'est d'envoyer les chefs d'entreprise qui nous le demandent, de les diriger et les conseiller vers les organismes qui, eux, au niveau de la CCI ou de l'AGLO, qui peuvent leur remplir leurs documents, les aider ou les diriger. Voilà. Alors ça, vous avez fait la démarche d'aller voir chaque commerçant pour... Non, pour l'instant, non, mais ça va se faire, vous inquiétez pas, vous êtes pressés, mais pas moi. Hein, si eux, tout le monde le sait, tout le monde sait qu'ils peuvent venir à la mairie pour demander. Bien. On a déjà vu plusieurs commerçants, mais tous les commerçants non. Voilà. Surtout, vous me parlez des commerçants fermés. Donc les commerçants fermés, voilà. Non, commerçants artisans, mais fermés. Il y a ceux qui se voient et il y a ceux qui se voient. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, voilà. Donc, je réponds à votre question. Dans le futur, on continue notre action tranquillement, on met en place les mesures. Les gens qui rempliront les conditions et qui nous demanderont, ou les gens qu'on rencontrera et qui nous demanderont, on traitera leur dossier, bien évidemment. Mais, si vous voulez, je comprends qu'on est dans une société de communication, hein, où il faut toujours communiquer. Bien. Comment? Oui. Oui, mais qu'est-ce que vous avez communiqué? Parce qu'à l'heure actuelle, on a mis des moyens de communication qui n'existaient pas avant. Oui, bon, voilà. Donc, nous avons vu les dégâts, je dis bien les dégâts qu'ont créé la communication sur le Facebook local, n'est-ce pas, hein? Bon, voilà, nous, on ne veut pas rentrer dans des polémiques, aucune. Voilà. Mais nous en avons. Voilà. Ensuite, troisième question. Oui, pardon. Oui. Ce qui serait
comment est-ce qu'on va pouvoir aider ces gens-là? Oui. Est-ce qu'on va faire, par exemple, je ne sais pas, un comité de pilotage, une commission? Est-ce qu'on va pouvoir se réunir? Est-ce qu'on va pouvoir proposer des choses? Ou est-ce que vous allez traiter de manière tout à fait individuelle et sans concertation? Voilà. Mais on va traiter les... Parce que la concertation dans le biais de la demande sociale, c'est quand même assez compliqué. Les gens qui viennent nous demander de l'aide, ils ne demandent pas à ce qu'on aille dire qu'on réunisse 25 personnes pour savoir qu'ils sont dans la difficulté. Donc en fait les besoins, on va les traiter. Et on les traite déjà. Mais tout simplement, individuellement, effectivement, pour que les gens se sentent rassurés. D'accord. Apparemment, ça avait l'air de ne pas être possible. En fait, Non mais, je vous ai dit ce qui était possible. Donc les gens viennent nous voir. La plupart du temps, on les dirige vers la CCI, on les dirige vers les organismes qui peuvent les conseiller. Voilà. Ça, c'est pas une action de la commune. Mais si, parce que... Vous allez voir leur banquier, c'est pas une action de la commune, ça. Nous, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est prévu de mettre en place quelque chose? Est-ce que vous avez des demandes? Ou est-ce qu'en fait, il sera prévu de faire quelque chose pour aider aujourd'hui les commerces qui sont fermés? C'est un débat national. Hein, pas pour l'instant, nous avons... Alors, pour l'instant, nous avons très peu de demandes. Très peu de demandes. Très peu de demandes. Après, on adaptera notre réaction à la demande. Il n'y a aucun souci. Enfin, on ne va pas laisser les gens crever dans le 45. Voilà. Bien, la dernière question. Pourquoi le skatepark et le stade Travillisé sont-ils fermés au public alors que l'ouverture n'en est pas interdite? Alors là, je tombe des nues. L'ouverture n'en est pas interdite. Mais comment on peut dire que l'ouverture n'en est pas interdite? Des parcs forestiers, des parcs de promenade, des parcs de... Je vous lis tout simplement le décret. Je vous lis le décret. C'est l'article 42. Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R 123-12 du Code de la construction et de l'habitation, figurant ci-après, ne peuvent accueillir du public. Je dis bien ne peuvent accueillir du public. Les établissements de type X, établissements sportifs couverts, et les établissements de type PA, établissements de plein air. Notre City Park et notre stade Travillisé font partie d'un ERP de type PA. Voilà, c'est tout. Mais croyez pas que je vais me faire plaisir en primant les gamins, en fermant comme ça les aires de jeu si je n'avais pas le droit. Il faut savoir que pour ce faire, j'ai pris un arrêté, des arrêtés, que ces arrêtés sont partis à la préfecture et ont été contrôlés par le contrôle de légalité, et que s'ils avaient été illégaux, on m'aurait tout de suite dit qu'ils étaient illégaux, ces arrêtés. Voilà, tout simplement. Oui. Non, fermés. Non, je les ai fermés. Alors s'ils sont ouverts, c'est que quelqu'un les a ouverts, mais c'était fermé. Mais ça fait partie quand même des incohérences qu'on a aujourd'hui. On y est pour rien, certes. L'incohérence, ça ne tombe pas pour un parc et un parc normal. Le parc, ce sont des parcs libres, comme vous savez, le parc de la Courneuve, le parc, voilà, ce sont des parcs où il n'y a pas de limite et où les gens peuvent respecter très facilement les distanciations. Toute installation qui permet de regrouper du public, c'est-à-dire le skatepark, c'est-à-dire les stades, c'est-à-dire, pour l'instant, sont fermés. Voilà. C'est bien ce que je dis, ça fait partie des incohérences. Voilà. Donc surtout, moi, ce qui me gêne, c'est le fait de dire, c'est le fait de dire qu'ils ne sont pas interdits, quoi. Parce que. Il y a des communes où c'est ouvert quand même. Hein, écoutez, les communes prennent leurs responsabilités. Nous, on reçoit un arrêté de la préfecture et on nous demande de le mettre en œuvre. Ouais. Il n'y a pas, je n'ai pas à... Non, mais j'entends ce que vous dites, mais moi je prends la ville de Nîmes, tout est ouvert dans la ville de Nîmes. Écoutez, voilà. Donc, et moi j'arrive pas à comprendre comment on peut fermer voilà, par exemple le skate ou le stade. On est en plein air, on a des enfants aujourd'hui qui sont enfermés dans leur maison le week-end, ils n'ont pas le droit de sortir. Je le conçois. Je trouve quand même fou,
je le conçois, mais... Qu'on empêche, ils n'ont plus d'activité sportive, ils n'ont plus d'activité culturelle parce qu'on est en semi-confinement. Et ça, alors, on peut descendre nos enfants au skatepark de Nîmes, mais par contre, à Clarensac, ils ne peuvent pas faire du Écoutez, écoutez, ça fait partie, certainement. Alors, en fait, la seule autorisation que vous avez, la seule autorisation que nous avons, c'est celle qu'il y a sur l'autorisation de sortie. Et nous ne pouvons sortir pendant 1 heure au maximum à 1 km de sa résidence pour faire l'activité qui est prévue sur les autorisations. C'est tout. À l'heure actuelle. Ah, mais il n'est pas marqué que c'est autorisé non plus. C'est pas. Voilà. On laisse sortir le gamin 1 heure, il va prendre le vélo, il va découvrir oui. Au niveau piste ou tout ça, alors que c'est exactement la même chose. Non, le skatepark a été considéré. Alors, on a appelé le préfet, on a appelé quand même le cabinet du préfet pour se le faire confirmer. En fait, c'est tout simplement parce que les skateparks ou toutes les aires de jeu ou autres permettent aux personnes de se concentrer. Voilà, ça crée des regroupements, c'est tout. Alors c'est pareil à l'école, c'est pareil à la cantine de l'école, c'est pareil, je le sais, mais voilà, je ne fais pas la loi, c'est pas moi qui l'a fait. C'est pas, le débat qu'on a là sur ce thème-là, il n'est pas forcément que sur la 1945. Il est que ça fait partie des incohérences, au même titre que la cérémonie du Holocauste. C'est scandaleux de ne pas avoir laissé les personnes avec un double distanciation de pouvoir venir se recueillir. Ça fait partie des choses que je ne comprends pas et que si on n'en débat pas dans le conseil municipal, je ne vois pas où on va en débattre. Oui, mais moi, je vous réponds, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Vous attendez d'un maire qu'il ne fasse pas ce qui est légal? Ne l'attendez pas, hein. Je vous le dis, ne l'attendez pas de ma part. Hein. Voilà. C'est pas dans ce sens que j'ai posé la question, c'était parce que, comme beaucoup, on s'est rendu compte qu'il y avait des postes ouverts. Tu me le précises, je suis d'accord avec toi, si tu n'as pas le droit, tu ne le vois pas. C'était pour avoir des explications, c'était pas pour faire créer une polémique. Et pour la cérémonie du 11 novembre, c'est la même chose. Nous avons reçu 2 jours avant le 11 novembre une lettre du préfet nous disant vous serez 6, dont un porte-drapeau. C'est tout. Donc. On applique la règle, mais sinon, on ne plus. C'est pas parce que le préfet n'a pas non plus parole d'évangile. La personne, elle dit qu'une règle, on l'applique, ok, mais c'est pas pour ça qu'on doit la cautionner. Et aujourd'hui, pour moi, je ne la cautionne pas parce que je trouve qu'on est quand même apte à tenir des distances et sur un événement tel qu'un recueil où on a besoin de cette solidarité qui nous manque aujourd'hui, où on voit la différence à faire la queue à un supermarché. Mais pour moi, en fait, la seule chose qu'il y a, c'est qu'en fait, nous élus, on doit avoir une solidarité face à cette saloperie qu'est la Covid, hein, et qu'en fait, on doit tout faire pour que les gens soient en sécurité. Or, l'État nous donne un cadre, nous donne ce cadre, et je trouve qu'il est normal, voire obligatoire, moralement, pour les élus, de se conformer à la législation et de dire et de faire respecter cette législation. Voilà. Par contre, ça ne nous interdit pas de faire remonter notre sentiment, c'est pas utile. Voilà. Bien, il est 21h16, donc ce conseil municipal est terminé. Je vous remercie.